Dans cette appréhension, il se mêle plein de choses qui me font déjà réfléchir à mon métier. Notamment comment on prend du temps aux gens, parfois comment on leur demande de raconter leur vie, leurs difficultés, sans leur dire ce qu'on va en faire. Et puis comment on peut sentir une ville en si peu de temps, en 3-4 jours. Et enfin, comment, quand on prévoit de rencontrer plein de gens pour essayer de la cerner au mieux, cette ville, on ne déçoit pas ceux qu'on ne pourra pas citer ou qu'on va citer en quelques mots. Béatrice Bougnol est journaliste au service France du quotidien La Croix. En marge de la crise des Gilets jaunes, des cahiers de doléances et du grand débat national, elle est allée à la rencontre de ceux qui redonnent vie à leur commune en difficulté, loin des métropoles. À Montluçon, Alès, Los Angeles ou Pré-en-Paille, des habitants inventent, à leur échelle, un autre avenir. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 3. La France qui bouge. Bonjour, je m'appelle Béatrice Bougnol, je travaille à La Croix depuis 2015, après avoir été éditrice pendant 17 ans aux éditions Bayard. Je travaille maintenant au service France du journal, en politique. Je m'occupe des sujets liés à la démocratie participative, à la mémoire, mais je suis aussi en charge des débats d'idées dans le journal, ce qui me permet d'aborder des thèmes très différents. Alors c'était en février dernier. Les Gilets jaunes se mobilisaient depuis 6 mois environ. Et La Croix venait tout juste de publier le baromètre de la confiance envers les médias, comme chaque année. Et cette année, ça nous avait particulièrement secoués. La défiance de la population envers les journalistes n'était pas une nouveauté, mais là, elle explosait tout simplement. On ne va pas rester là à ne rien faire. Je me souviens très bien des mots de Florence, la directrice du journal, le lendemain. Nous étions dans un de ces endroits qui nous permet de nous retrancher de l'open space, dans lequel on travaille au quotidien. Et elle me dit, si tu veux, tu pars sans autre feuille de route que d'aller écouter les gens. Quand tu veux, où tu veux, le temps que tu veux, tu écris ou pas, et tu es un peu nos yeux et nos oreilles. Alors forcément, je dis oui tout de suite. J'ai envie de partir déjà sur le terrain, comme on dit. Je connais peu, puisque effectivement, je suis pas journaliste depuis très longtemps et les débats d'idées m'amènent pas souvent en reportage. Mais pourtant, à chaque fois que je suis partie, j'ai adoré ça. J'ai adoré le hasard des rencontres, la richesse, la manière dont elles ébranlent les idées reçues. Et puis, la liberté, le fais comme tu veux quand tu veux, forcément, ça fait envie. Alors après, ça fait aussi un peu peur. Et je dis oui tout de suite, et la nuit suivante, je me souviens de ne pas avoir très bien dormi. Heureusement, la liberté totale dans un quotidien, ça n'existe pas vraiment. Et le lendemain, je sais déjà que je vais devoir tout publier pour la fin du grand débat national, le 15 mars d'après. Et je sais aussi que je ne vais pas pouvoir m'absenter 1 mois en continu du service dans lequel je travaille. Mais le vrai souci, il n'est pas là. Il va surtout falloir que je sélectionne des lieux, que je présente aux gens un projet, même vague, autre que « Bonjour, j'habite à Paris et je voudrais que vous me racontiez votre vie loin des métropoles ». Et si je pars dans chaque endroit 3-4 jours, il va bien falloir que je prenne quelques contacts à l'avance au téléphone. Et là aussi, il faudra bien que je trouve les mots pour expliquer ma démarche. Alors dans cette appréhension, il se mêle plein de choses qui me font déjà réfléchir à mon métier. Notamment comment on prend du temps aux gens, parfois comment on leur demande de raconter leur vie, leurs difficultés, sans leur dire ce qu'on va en faire. Et puis comment on peut sentir une ville en si peu de temps, en 3-4 jours. Et enfin, comment, quand on prévoit de rencontrer plein de gens pour essayer de la cerner au mieux, cette ville, on ne déçoit pas ceux qu'on ne pourra pas citer ou qu'on va citer en quelques mots. Alors, quand je prends le train pour Los Angeles, c'est ma première destination dans le Pas-de-Calais, près de Lens, je suis déjà un peu plus calme. Parce qu'en fait, entre-temps, j'ai trouvé des espèces de critères de sélection que je serais sans doute la seule à connaître, mais qui me rassurent. Le premier, c'est un désir que j'avais depuis longtemps d'aller voir dans des lieux où la démocratie participative s'est mise en place depuis longtemps.
et de demander aux gens ce que ça a changé dans leur vie. Et puis, je me suis dit que j'allais sélectionner aussi des endroits où les artistes étaient particulièrement investis. Parce qu'avant d'arriver au service politique du journal, j'ai travaillé au service culture et j'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui étaient très présents sur des territoires où les services publics souvent étaient très éloignés. Et puis, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une répartition un peu grossière géographiquement. Donc, ça m'a donné Los Anguel au nord, Pré-en-Paille à l'ouest, à l'est dans le sud et Montluçon au centre. Et puis surtout, quand je suis dans le train pour Los Angeles, j'ai décidé d'aller voir les gens avec mes questions et de les partager avec eux. Et d'ailleurs, au cours de ces reportages, je vais me rendre compte que ce qu'on partage le plus, sans doute, ce sont les questions. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on vive en fait dans les villes ou dans des zones rurales, dans des déserts médicaux ou au cœur des métropoles, il me semble qu'aujourd'hui, la conviction qu'on ne peut pas continuer à vivre comme avant, on la partage. Et que cette conviction, c'est peut-être même devenu notre lieu commun et peut-être même notre bien commun aujourd'hui. Alors Los Angeles, c'est l'incarnation de ce changement en fait. C'est la transition écologique, le maire la porte depuis des années. Et c'est sans doute ce qui est le plus touchant dans l'histoire de cette petite ville du Nord, c'est comment elle a réussi à faire de la misère qu'a provoqué l'arrêt des mines, qui a été terrible, très brutale, comment elle a fait de toute cette misère sociale, culturelle, le début d'une nouvelle histoire, en fait, d'un nouveau récit, qui est celui d'une ville pionnière de la transition écologique. Alors sur les terris désertés, ils ont fait revivre la biodiversité, ils ont favorisé la conversion de l'agriculture, la conversion dans le solaire, ce qui a permis aux gens de faire des grosses économies sur leur logement. Et ce qui touche encore davantage, j'ai trouvé quand on va là-bas, c'est la fragilité en fait de tout ça, de cette renaissance. Et ça, je pense que j'en ai pris conscience dans la cité Belgique, qui est située en fait à une demi-heure à pied du bourg. Elle est située à cette distance-là pour une raison bien précise. C'est parce qu'en fait, on y envoyait avant les mineurs les plus réfractaires. Et alors, dans la cité Belgique, maintenant, il n'y a plus beaucoup de familles de mineurs qui habitent. C'est surtout des familles très précarisées qui sont venues s'installer là au fil du temps. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans une rue entière, parfois, il y a une seule personne ou deux qui travaillent. Donc le vote pour l'extrême droite explose. Les thèses complotistes sont aussi très fortes. En fait, dans ces rues, les mots sont comme les vies des gens. Ils sont bruts, durs et parfois révoltants. Et puis, à Los Angeles, j'ai rencontré aussi Bernard, qui était un fils et petit-fils de mineurs polonais. Alors Bernard, lui, il habite dans le centre du bourg. Il a habité longtemps avec ses parents dans des cités minières aussi, mais elles étaient, situées dans le centre de Los Angeles. Et quand je le rencontre, il est très inquiet parce qu'en fait, son logement vient de s'affaisser. En fait, il vient d'apprendre qu'il doit déménager au plus vite parce que son logement était situé sur une galerie qui date de la Première Guerre mondiale et il s'est écroulé quasiment. Bernard, il est malvoyant, il est en arrêt maladie depuis des années, il est très abîmé par la vie et il est aussi intarissable sur son enfance. Et avec lui, j'ai compris l'attachement à la vie autour de la mine et le choc que ça a pu être au moment où ça s'est arrêté si brutalement. J'ai compris, je crois, j'ai touché un peu du doigt ce que pouvait être la force du collectif qu'ont vécu ces gens-là, malgré la dureté du travail qui a abîmé les corps et qui a conduit à la mort plus d'un mineur. Mais il y avait une joie du collectif et ça a forgé la vie de Bernard aussi. C'est-à-dire qu'il entraîne l'équipe de foot, qu'il travaille à la mairie, qu'il s'investisse dans les associations humanitaires ou écologistes. Il a toujours été dans cette générosité-là, en fait. D'ailleurs, Bernard, il enrage contre ceux qui votent pas, par exemple, aujourd'hui. Et quand il me raconte son arrivée à Los Angeles, il me dit, voilà, on a déménagé un samedi et le dimanche matin, j'étais à la mairie, j'étais en train de dépouiller parce qu'il y avait eu une élection importante. Et puis à Los Angeles, comme à Pré-en-Paille, où je me rends juste après, j'ai aussi l'impression qu'il y a deux mondes un peu qui se côtoient. Il y a le monde de Bernard, grosso modo, des habitants qui sont là depuis longtemps, qui peuvent être très engagés comme lui, qui sont parfois aussi des agriculteurs
traditionnels, comme on dit, qui sont aussi des ouvriers dans l'industrie. En Mayenne, après Empaille, il y a beaucoup d'industries autour du bourg. Et puis, il y a les gens plus jeunes, souvent engagés, très engagés dans la transition écologique, dans des associations qui sont venus là pour vivre selon d'autres principes, les néo-ruraux, comme on les appelle parfois. Alors après, Empaille, c'est assez marquant parce que ces deux mondes se côtoient des deux côtés d'une nationale qui coupe la ville en deux. C'est la nationale 12. Il faut savoir quand même qu'elle voit 10 000 véhicules par jour, cette nationale. Et alors d'un côté, il y a le café comptoir de Céline, qui est une épicerie café bio très sympathique, lieu de concert à l'occasion. Puis juste en face, il y a le Brasa, qui lui est un café tabac très traditionnel, où le patron s'est lancé un peu dans la restauration le midi pour attirer les automobilistes ou les routiers de passage. Et dans les deux endroits, en fait, je vais rencontrer des jeunes gens qui sont investis, motivés par des projets qui les ont amenés là, après Empaille. Alors chez Céline, je rencontre par exemple Bénédicte, qui est architecte, et qui, avec son frère, a monté un festival complètement improbable d'urbanisme dans cette petite ville. Et puis, de l'autre côté, au Brasa, je vais rencontrer Vanessa, qui, elle, est investie dans l'association des motards de la ville et qui est venue, là aussi, elle, après Empaille, pour monter un lieu d'hébergement pour jeunes en difficulté. Par 2 fois au moins, après Empaille, mes idées préconçues vont être vraiment ébranlées. Un peu partout, ça va être le cas, mais après Empaille, ça prend une dimension très, spontanée, parce que ça commence par cette nationale que je regarde évidemment comme un cauchemar avec mes yeux de Parisienne. Et en fait, très vite, je me rends compte que personne, mais alors ni dans le camp des néo-ruraux, ni dans celui des habitants qui sont là depuis plus longtemps, va m'en dire du mal de cette nationale, parce que finalement cette nationale, c'est la vie pour les gens, c'est elle qui apporte son lot d'automobilistes et donc de consommateurs, de vie au quotidien. Et si elle est détournée, la vie est détournée avec elle, et les gens le savent très bien. Ils ont des exemples de bourgs qui se meurent tout autour. Et Arnaud, le frère de Bénédicte, d'ailleurs, il me le dit quand j'arrive le premier jour, il me dit « Mais cette nationale, c'est notre mine à nous. Elle nous tue, mais elle nous fait vivre au quotidien. » Et puis, cette idée de 2 mondes qui se côtoieraient un peu à distance, elle va être aussi ébranlée. Parce qu'en fait, pendant que je suis après Empaille, le maire va organiser un débat dans le cadre du grand débat national qui a lieu à ce moment-là. Et alors le maire, c'est un agriculteur, éleveur porcin, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, souvent un peu en conflit avec les associations bio-militantes. Et en fait, quand il organise ce débat le soir, je vois les 2 mondes échanger. Je me rends compte qu'ils se connaissent très bien, qui parlent avec beaucoup de respect, qu'ils n'ont absolument pas parfois les mêmes positions en effet, mais qu'en tout cas, ils échangent sans aucun problème. Alors quand je suis revenue de Pré-Empaille, je me suis dit que ce que j'avais envie de raconter, c'était tout ça. Tout ce mouvement, cette énergie qui se déploie dans des lieux que l'on juge souvent peu vivants ou même morts, avec nos lunettes un peu éloignées. Et quand j'ai annoncé d'ailleurs que je partais à Montluçon, c'était ma 3e étape dans l'Allier, les commentaires qui accueillaient cette annonce autour de moi m'ont confirmé qu'on avait tous en fait une image un peu dégradée de ces endroits-là, qu'on connaît d'ailleurs assez peu, dans lesquels on passe en fait le plus souvent. Je dois dire qu'en arrivant à Montluçon, ce qui m'a quand même frappé, c'était ces rues désertes avec les panneaux à vendre un peu partout. Mais il faut dire aussi que Montluçon, c'est aussi la ville de mon enfance, en fait. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans et j'y suis jamais retournée après. Enfin, je n'y étais jamais retournée après. Donc finalement, j'en connaissais pas grand-chose. Un seul quartier dont j'ai vu qu'il n'avait pas finalement grand intérêt. Mais je savais que cette ville avait vécu une hémorragie démographique très forte. Elle a perdu à peu près 30 000 habitants entre les années 70 et aujourd'hui. Et je savais qu'elle avait encore beaucoup de mal à retenir ses habitants, et notamment ses jeunes. Alors quand je suis arrivée là-bas, j'ai bien sûr
vu de la vie un peu partout, dans plein d'endroits, bien sûr, que je ne connaissais pas, au théâtre, dans le patronage laïque, dans les quartiers populaires. J'ai rencontré des gens très investis, fiers d'habiter là. Et surtout, ce qui m'a frappée, en fait, c'était des gens qui étaient un peu en lutte contre la fatalité. Et une figure m'a particulièrement marquée, et c'est une figure que j'ai pas rencontrée, en fait. C'était une figure dont c'était le grand-père d'Éric, en fait. Et Éric, il est revenu dans sa ville de naissance pour monter un musée unique, d'ailleurs en Europe, sur la musique populaire, qui s'appelle le MUPOP. Mais son grand-père, il m'a raconté, c'était un passionné, qui, avec un autre passionné d'ailleurs, a réussi à sauver une grande partie du patrimoine industriel de Montluçon, qui était très fort. Il y a une très fort passé industriel et ouvrier dans cette ville. Et en fait, au moment où l'ensemble des entrepôts des usines ont été rasés, et d'ailleurs ils ont été remplacés par des énormes centres commerciaux qui maintenant s'étalent tout le long du Cher. Alors au moment où effectivement ces décisions sont prises de tout raser, et ben lui et un autre historien passionné comme lui décident de sauver ce qu'ils peuvent de cette destruction. Donc des machines, des marteaux-pilons, des archives. Cette histoire de deux passionnés qui luttent un peu contre la disparition d'une mémoire, en fait, ça m'a beaucoup touchée. Et cette résistance, en fait, je l'ai un peu aussi sentie un peu dans tous les endroits où je me suis rendue. Mais je crois que je ne l'ai jamais sentie autant qu'à Alès. Parce que là, elle est démultipliée, elle est forgée par l'histoire cévenole. Et puis elle est aussi aiguisée par les difficultés très fortes de cette ville qui fait face à des problèmes de trafic, de délinquance très, très compliqués, qui est l'une des villes les plus pauvres de France. Tous ces quartiers sont politiques de la ville quasiment. Alors ce qui frappe quand on arrive à Alès, c'est le visage disgracieux de la ville déjà, parce qu'en fait son centre ancien a été totalement rasé dans les années 60 et des barres d'immeubles ont un peu surgi partout. Et donc c'est l'ensemble un peu de ces quartiers qui est aujourd'hui classé politique de la ville. Et alors malgré tout, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville, et je pense que c'est notamment grâce à cette espèce de rage de s'en sortir qu'on sent un peu partout. Alors, il faut dire aussi qu'à Alès, dès le premier soir, j'ai rencontré Aziz et Djalil. Et leur histoire est un véritable roman. Et d'ailleurs, Tahar Ben Jelloun, l'écrivain, en a fait un texte de leur histoire. Donc, quand ils me l'ont dit, je ne les ai pas crus tout de suite. Mais j'ai été voir sur le site et on peut lire le texte que Tahar Ben Jelloun leur a consacré. Alors, Aziz et Djalil, ils sont marocains. Ils sont nés tous les deux dans des milieux populaires, dans des fratries nombreuses, et ils sont amis dès l'enfance. Ils ont toujours été dans la même classe pendant toute leur scolarité jusqu'à leur bac au Maroc. Et quand ils décident d'intégrer une classe préparatoire en France, une classe préparatoire scientifique, ils se retrouvent dans la même ville, Clermont-Ferrand. Alors ils vont me raconter d'ailleurs combien ça a été un peu un choc à la fois culturel et aussi climatique, Clermont-Ferrand, pour eux deux. Ils intègrent tous les deux l'école des mines d'Alès. Ils créent ensemble une association pour accompagner les étudiants étrangers. Ils rencontrent leurs femmes grâce à cette association. Ils partent en master tous les deux à Montpellier et ils décident de créer leur entreprise ensemble et à Alès pour redonner un peu à la ville ce qu'elle a pu leur apporter. Alors aujourd'hui, leur entreprise est florissante. Ils ont créé un fonds d'investissement pour les associations. Ils sont toujours aussi amis, toujours aussi ingénieux, généreux. Et alors, quel récit faire de cette histoire, comme de toutes les autres? Est-ce qu'il faut en choisir un de ses parcours, une de ses vies, qui t'a pas raconté le fourmillement que j'ai pu sentir dans ces différents endroits? Ces questions, je les ai pas résolues. Pas plus que celle de savoir comment je pouvais ne pas décevoir ceux que j'ai longuement rencontrés et que je n'ai pas cités. Ce que je sais, c'est que partout, les gens étaient reconnaissants qu'un journal s'intéresse à leur vie du quotidien, qu'ils ont pris du temps
qu'ils ont accepté de parler de leur vie, de choses intimes parfois douloureuses, qu'ils voulaient montrer leur fierté d'habiter là, d'agir là où ils étaient, qu'ils ont joué le jeu pleinement. En fait, pour peu qu'on leur explique notre métier et peut-être aussi nos doutes, ils nous font confiance. Et cela, c'est bien sûr ce qui nous engage. La série de reportages de Béatrice Bougnol et un dossier complet sur la crise des Gilets jaunes et ses suites sont à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Les liens sont dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.